Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 25 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Les éléments de Boko Haram ont attaqué une position de forces de défense et de sécurité à Baroua, c'est à l'est de Difa, dans la nuit du 24 au 25 août 2021 aux environs d'1h du matin. La prompte réaction des éléments des forces de défense et de sécurité a permis donc de repousser l'attaque en tuant une cinquantaine d'assaillants et une quantité importante d'armes et de munitions de différents calibres ont été récupérés par les militaires nigériens. Malheureusement, dans la riposte, 16 soldats nigériens ont trouvé la mort, armes à la main et 9 autres blessés. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense nationale, ce communiqué qui précise que ces assaillants, estimés à plusieurs centaines, étaient venus par le lac Tchad. Ainsi, le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, adresse ses condoléances aux familles des décédés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le ministre de la Défense nationale adresse ses félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur combativité dont elles ne cessent de faire preuve pour la défense de la nation. Autre aspect de cette édition, le programme national de lutte contre le paludisme a présenté ce mercredi matin à l'hôtel Bravia de Niamey les résultats du premier et deuxième passage de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier couplé au dépistage de la malnutrition chez les enfants. Des campagnes qui ont été toutes satisfaisantes malgré quelques difficultés, nous rapporte Nafisa Yahya et Nasser Seydou. Cette activité, organisée par le ministère de la Santé publique à travers le programme national de lutte contre le paludisme, se veut celle de la restitution des résultats des premiers et deuxièmes passages de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants de 3 à 59 mois. Ce qu'il faut retenir de ces deux passages de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, et couplé au dépistage de la malnutrition édition 2021, c'est que nous avons pu cette année couvrir 63 districts. 63 districts, nous avons couvert des districts qui initialement ne mettaient pas en œuvre la CPS. Nous avons pu couvrir plus de 4 400 000 enfants. Nous avons eu un taux de couverture de plus de 95% sur l'étendue du territoire. Nous avons eu une bonne disponibilité en médicaments. Alors là, tous les districts étaient couverts à temps depuis le mois de juin, donc les médicaments étaient disponibles. Nous avons eu une très bonne adhésion de la population. Les maires nous demandent même d'étendre donc cette CPS au-delà de la tranche d'âge de 5 ans, puisqu'elles voient quand même le bénéfice de cette intervention sur les enfants. Il y a une réduction importante du nombre de cas de paludisme enregistrés chez les enfants. Une innovation pour atteindre une grande masse dans le cadre de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, la digitalisation des données. Il y a également eu un dépistage important des enfants malnutris sévères qui ont pu être référés dans les centres de récupération nutritionnelle à temps. Nous avons pour ces deux premiers passages donc, de cette campagne débuté ce que nous appelons le pilote dans la digitalisation au niveau de 3 districts de la région de Maradi et de Zander. Donc pour nous, c'est une expérience nouvelle qui nous permet d'informatiser, de digitaliser la remontée des informations pour avoir des informations à temps réel et beaucoup plus fiables. Alors, entre autres difficultés, il y a vraiment les zones d'insécurité qui étaient difficilement accessibles par nos équipes, ça il faut le noter. Il y a donc le coût de la logistique également qui est engendré donc par l'insécurité, le fait de ne pas pouvoir utiliser des motos
Donc les distributeurs sont obligés de faire du porte-à-porte à pied. Donc parfois cela retarde donc la performance de nos équipes. Les résultats des premiers et deuxièmes passages de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, couplés au dépistage de la malnutrition chez les enfants, sont satisfaisants malgré quelques difficultés, a témoigné la coordinatrice. Le troisième passage de cette campagne est d'ores et déjà attendu en septembre prochain. Merci Nafisa Yahya. Parlons toujours de cette maladie paludisme et des mesures préventives par le biais d'une plante dénommée Kenkeliba, une plante dont la tisane permet de lutter contre le paludisme. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Areta Sala et Abokar Soleil. La tisane de longue vie, communément appelée Kenkeliba, fait partie de la grande famille des Combretacées, une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Kenkeliba ce kuma magani ce. Bancin magani ce, tana da taimako iri-iri. In dai kana da kokarin shanta, kana daurewa, kana shanta ba ka sha ba yau, gobe ka yar. Le Kenkeliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies, comme le paludisme, l'ulcère, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. Tana maganin rana, tana maganin pali, tana maganin estoma, tana maganin tension, tana maganin diabète. La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. Le Kenkeliba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Le sachet se vend à 50 francs. Wallahi muna ga samu ciki. Alhamdulillah, sana'a duka in kaga mutane suna kukewa gare ta akwai unhwanni cikin ta ne. Suna ma masu sai suna ga jin dadin ta. Le Kenkeliba, une plante aromatisée, consommée régulièrement, peuvent guérir beaucoup de maladies, à l'exemple du paludisme. C'était là donc un reportage de Asma Ousseidou sur les images de Abakar Souley. L'Institut africain de technologie IAT vient une fois de plus de signer ce matin dans ses locaux une convention de partenariat avec l'École supérieure des sciences économiques et de commerce de Douala. Une convention qui vise donc à renforcer les capacités de formation des étudiants de cet institut. Précision Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. C'est dans le souci d'assurer une formation de qualité aux étudiants et renforcer les capacités de formation que l'Institut africain de technologie IAT s'offre plus de partenaires du jour au lendemain. Ainsi, l'instant présent se veut une cérémonie de signature de convention de partenariat de localisation du master recherche et de la formation doctorale en business économique et en management des organisations avec l'École supérieure de sciences économiques et de commerce de Douala, Cameroun. Le partenariat a pour modèle le fait que les étudiants qui y seront sélectionnés seront des étudiants de l'ESSEC de Douala à l'IAT de Niamey au Niger. Ils vont suivre la formation en master recherche pour ce premier jet conçu par l'université de Douala. C'est exactement la même formation que leurs camarades, j'aime bien dire compatriotes, qui sont à Douala, sur le site de Douala. Présent pour la circonstance, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a félicité l'Institut africain de technologie pour sa démarche de qualité avant de réitérer l'exigence de son entité ministérielle pour la recherche de l'excellence. D'abord, félicitations à l'IAT qui ne fait que agrandir et honorer son sigle, Institut africain. Et c'est le lieu de féliciter cette initiative justement africaine de coopération sur le sud. Les deux préoccupations du ministre de l'Enseignement supérieur,
c'est d'abord un enseignement de qualité. Et c'est pour cela que nous avons créé au sein du ministère la direction de l'assurance qualité, qui est justement chargée de veiller à cela. La seule exigence du ministre par rapport à ces initiatives, c'est d'abord la masse critique d'enseignants de rang A. Cette coopération avec l'IAT vise à favoriser la collaboration dans les domaines suivants: la formation académique dans les cycles de licence, de master et de doctorat, la formation professionnelle dans les cycles de licence, de master et de doctorat, les échanges et la mobilité des enseignants, les échanges et la mobilité des étudiants, l'élaboration et la réalisation de projets de recherche et d'appui au développement, l'organisation d'événements scientifiques, la recherche de financement. Merci Hamza. L'ONG Oxfam Niger a officiellement lancé sa stratégie 2021-2024 à travers un atelier ce mercredi à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. C'était également une occasion pour cette organisation de présenter son plan opérationnel pays pour la période 2021-2023. Ainsi, la stratégie et le plan opérationnel constituent des documents d'orientation pour le fonctionnement de l'ONG au Niger. Arrêtez ça là et Sadou Doumi nous en disent plus. On travaille avec les institutions de l'État. Partager les orientations stratégiques et opérationnelles de Oxfam au Niger pour les 5 prochaines années avec ses partenaires et vulgariser les orientations de la stratégie pays 2021-2024 a tel le but de cet atelier qu'organise Oxfam au Niger dans le souci de permettre aux partenaires d'être dans les meilleures dispositions de mieux travailler avec eux. Ce programme pays est axé principalement sur trois domaines. C'est le volet donc Nexus et tout ce qui a trait donc à l'action donc de développement, action humanitaire et paix. Et aussi le deuxième programme, c'est tout ce qui a trait donc à la gouvernance et aux droits humains. Et ensuite le troisième programme, c'est tout ce qui est alternative économique et changement climatique. Ce que nous souhaitons, c'est d'apporter un changement au niveau donc des bénéficiaires, de la population et bénéficiaires, et afin de contribuer à la réduction donc, des inégalités, de contribuer également à la paix, de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux, donc de contribuer donc, à la mise en œuvre donc, des engagements nationaux, des politiques nationales qui existent en matière d'éducation, en matière donc, de sécurité alimentaire, en matière d'eau, assainissement, hygiène, en matière donc, d'humanitaire. Donc c'est d'accompagner vraiment l'ensemble des acteurs, aussi bien étatiques que les autres ONG, à contribuer donc, au développement du pays. Les participants à cet atelier, qui sont les organisations de la société civile bénéficiant de l'accompagnement d'Oxfam, apprécient cette nouvelle stratégie 2021-2024 et saluent leur partenariat. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de Oxfam, nous avons encore un certain nombre de partenaires. Oxfam nous a aidés à avoir des documents stratégiques propres à notre structure, ce qui nous a permis de répondre à beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt et aussi, par conséquent, gagner les partenariats avec d'autres structures. Pour moi, cette nouvelle stratégie aussi, elle est parfaite, puisqu'elle a pris en compte toutes les préoccupations que nous faisons remonter du terrain. Donc, pour moi, les différents domaines ont été touchés. Nous ne pouvons qu'apprécier ce partenariat et surtout l'accompagnement technique aussi et la disponibilité des personnels de Oxfam qui, quand nous avons un certain nombre de difficultés de la mise en œuvre, nous faisons appel à eux, ils sont disponibles à nous accompagner techniquement. Je pense qu'en dehors de ce contexte Covid qui nous a ralenti, je ne pense pas qu'il y ait un problème majeur ou bien un problème particulier. Et cette nouvelle stratégie, nous l'apprécions à sa juste valeur et surtout que nous avons vu un certain nombre d'innovations qui ont été intégrées et en prenant en compte aussi le contexte dans lequel le monde entier évolue, surtout le contexte, tout à l'heure je parlais du contexte Covid. Et surtout aussi mettre l'accent sur l'innovation parce qu'il est important que nous-mêmes en tant que structure de mise en œuvre, structure partenaire de Oxfam, que nous puissions innover nos actions, que nous puissions innover nos projets pour que nos projets puissent être des projets les plus compétitifs, les projets qui ont plus de résultats, les plus probants, des projets qui sont vraiment au bénéfice des communautés. Cette stratégie 2021-2024 d'Oxfam au Niger a comme vision un pays où les communautés nigériennes, notamment les femmes et les jeunes, ont
ont des moyens d'existence résilients et sont capables de contribuer à la gestion durable de leurs ressources grâce à une meilleure capacité d'adaptation au changement climatique et de crise sécuritaire multidimensionnelle. Le budget annuel de cette nouvelle stratégie est estimé à près de 8 milliards de francs CFA. Un autre atelier d'une autre ONG, Arrêtez ça là, c'est celui de capitalisation du projet promouvoir l'accès juste et équitable à la participation politique de la femme au Niger, qu'elle pilote pendant 2 ans. C'est un atelier donc organisé par l'ONG DICO à Saya qui a vu la participation des autorités administratives. Cet atelier vise à faire le bilan de 2 années d'exécution du programme. Ibrahim Boubacar et Ibrahim Soudou pour le compte-rendu. Les femmes nigériennes de les instances de décision. Voilà entre autres objectifs visés par l'ONG DICO à travers le pilotage d'un projet dénommé « Promouvoir l'accès juste et équitable à la participation politique des femmes au Niger ». Ce projet, exécuté durant 2 ans dans le département d'Essa et qui tire à sa fin, d'où d'ailleurs le présent atelier de capitalisation. Cet atelier a plusieurs activités tendant à améliorer la position de la femme dans les 3 zones d'intervention. Dans la poursuite de son engagement en faveur de l'épanouissement des femmes et des jeunes, DICO a initié ce projet intitulé « Promouvoir l'accès juste et équitable à la participation politique des femmes au Niger ». Avec le soutien financier du gouvernement de Navarra et la mairie de Pamplona en Espagne, dont l'objectif général vise à contribuer à l'équité des genres et à l'exercice des droits des femmes et des filles au Niger. Cette activité de capitalisation marque la fin du projet. C'est pourquoi nous souhaiterons ensemble avec les participants de faire conjointement une valorisation du processus, des progrès réalisés et aussi des faiblesses détectées dans la mise en œuvre au niveau local. La volonté de l'ONG DICO vise à contribuer au mieux-être des femmes en démocratisant l'importance de la place et du rôle des femmes dans la vie politique et ainsi faciliter la participation politique des femmes. Intervenant à son tour, le préfet du département d'Essa se réjouit des actions menées par l'ONG DICO à travers ce projet, tout en notifiant que cela cadre parfaitement avec la politique générale du gouvernement. Cette initiative de l'ONG DICO est salutaire à plus d'un titre. Je dis bien car elle a permis à plusieurs femmes de s'intégrer dans la vie politique locale. Les actions de formation et de plaidoyer qui accompagnent juridiquement et souvent, elles assistent aussi les voyages d'échange entre les élus du Niger, du Sénégal ou d'autres pays qui ont permis un meilleur encadrement de nos femmes pendant et après les élections que nous avons connues au Niger. Le travail de DICO ne s'est pas arrêté seulement sur la préparation des élections. C'est aussi l'amélioration de la qualité, de la représentativité de nos femmes, surtout pour les femmes élues en poste de responsabilité dans le département de Saï et dans d'autres départements aussi comme Kolo. Il faut noter qu'après cette activité de capitalisation qui est sanctionnée par une photo de famille, l'ONG DICO a par la suite offert un lot de plusieurs matériels au district sanitaire de Saï pour renforcer la riposte contre la COVID-19 et le choléra. C'était donc un résumé de Ibrahim Boubacar sur les images de Khalidou Brema. Retour ici à Niamey et c'est pour parler de cette conférence débat organisée hier par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Donc une conférence débat sous le thème « Un autre Niger est-il possible ?» Un thème qui a fait l'objet de plusieurs interventions hier au cours de cette conférence que nous résume ici Ibrahim Abouakar sur les images de Sadoumi. La question du sous-développement au Niger, objet de cette conférence débat organisée par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, sous le thème interrogatif « Un autre Niger est-il possible ?» L'objectif visé à travers la présente assise est d'éclairer les citoyens nigériens sur les possibilités d'un développement. L'objectif, je pense, le titre le rappelle très bien. Il y avait le slogan des altermondialistes et notre monde est possible. Alors, moi j'ai voulu que nous le ramenions au Niger. Après tout ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, est-ce que c'est vraiment possible à notre type de Niger?
qui ne soit pas basé sur la tricherie, sur la violence, et sur la marginalisation des plus pauvres, des paysans. Est-il possible? Alors nous avons valorisé le travail de ces 3 intervenants. Ils ont produit 2 documents excellents. Le premier, c'est une lecture du pays, du point de vue économique, du point de vue énergétique, et le troisième, c'est du point de vue politique. Les éminents conférenciers invités à cette occasion ont à tour de rôle et chacun en fonction de son domaine d'intervention admis que notre Niger est bel et bien possible, mais cela doit nécessairement passer par un certain nombre de modèles de développement à adopter et de conduites à tenir. Aux indépendances, on a fait un bilan de quel est le contenu de nos nouveaux États. On s'est rendu compte que on a effectivement de nouveaux États avec une consommation qui était très faible, avec une production qui était très faible, avec quand même une apparition de classe salariale, etc. Bref. Et on s'est dit, attention, pour qu'on devienne comme eux, parce que c'est eux le développement, il faut que nous poursuivions à la limite ce qui a été fait. Pour développer un pays, il faut nécessairement mettre en marche une capacité de transformation interne de ces produits et cela demande la mise en œuvre de moyens. À partir de 1950, est née en France l'idée d'exploiter l'énergie solaire pour produire l'énergie afin de réussir à abaisser les coûts. Ça, c'était du point de vue de la vision de la France, arriver à réduire ses coûts de production énergétique et en même temps peut-être dépendre un peu moins des besoins d'importation du pétrole. Il faut que nous soyons panafricanistes. Il faut que nous nous engagions dans l'optique d'une libération du continent des forces de domination extérieure pour une libération, une émancipation des peuples africains. Donc ce combat-là doit être mené. Ce combat, il faut que nous le menions. Il n'y a aucune excuse à se refuser de livrer ce combat-là, parce que c'est le combat de la dignité. Au cours toujours de cette conférence, plusieurs participants ne sont également pas restés en marge en apportant leur contribution. Ces initiatives du REPAD qui ont débuté depuis l'année dernière visent une orientation du Niger vers un développement certain qui se traduit par des actions conformes aux valeurs républicaines. Du 23 au 25 août 2021, le studio Kalangu a organisé une séance de formation sur le journaliste reporter d'images JRI. Une séance de formation destinée donc aux journalistes des médias partenaires du dit studio. Je vous propose de suivre donc le résumé avec, dans ce reportage réalisé par notre participant Ismaël Moumouni avec un appareil portable. Munis d'une caméra ou avec un simple smartphone, ces journalistes formés sont aptes à filmer et monter leurs propres éléments. Avec l'évolution, les journalistes ont tendance à être polyvalents, c'est-à-dire devenir des journalistes reporters d'images. Moi, je pense que c'est seulement ce qui nous reste, nous, en tant que journalistes, qui sommes capables d'être toujours sur le terrain et qu'aujourd'hui, après cette formation, nous sommes capables d'être sur le terrain, faire des interviews nous-mêmes, venir monter l'élément et prêt à diffuser, c'est-à-dire produire le film. Moi, je pense que cette formation, ça vient à point nommé, puisque nous sommes des journalistes aujourd'hui capables d'aller sur le terrain, d'être des journalistes professionnels. Nous disons quand même merci. Beaucoup de choses sur le multimédia, à travers les téléphones, comment manier ça, comment faire un bon reportage, avoir de bonnes images et un bon son. Cette connaissance acquise est le fruit du partenariat entre ces médias et le studio Kalangu. Nous sommes là pour renforcer les capacités des médias nigériens afin d'avoir vraiment le niveau, les capacités comme je le dis, et servir très bien les auditeurs, la population, le groupe cible si je peux le dire ainsi. Donc c'est dans ce cadre-là que si tu veux demander à une personne de donner un bon travail, tu dois d'abord savoir c'est quoi son niveau, sur quoi ses capacités et comment il peut arriver à répondre à ta demande. Ce sont 10 journalistes nigériens qui ont bénéficié de cette formation d'importance capitale, non seulement pour leur boîte, mais également pour leur propre carrière.
Nous en venons à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique. Cette semaine, le juriste, également le président du Raza Pras, Emmanuel Alfred, s'est intéressé au thème portant sur les délégués du personnel. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons parler des délégués du personnel. Vous savez que dans le cadre de la relation de travail, bien au sein de l'entreprise, il y a très souvent des demandes, des doléances entre les employeurs d'une part et les salariés d'autre part. Donc il faut forcément qu'il y ait une sorte d'intermédiaire qui puisse servir de pont entre les deux parties, les employeurs et les salariés. Tout n'est pas rose, évidemment. Il y a des moments où il y a des fortes attentes de part et d'autre. Ça peut être du côté de l'employeur, tout comme du côté des travailleurs. Donc aujourd'hui, nous parlerons, comme je l'ai dit tantôt, des délégués du personnel. Nous allons parcourir la loi 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger. Et nous verrons qu'est-ce que prévoit cette loi s'agissant des délégués du personnel. Alors, au terme de l'article 212 du Code du travail de la République du Niger, dans les entreprises ou établissements distincts employant plus de 10 salariés, des délégués du personnel sont élus pour une durée de 2 ans. Ils sont rééligibles. Cela veut dire concrètement que quand au sein d'une entreprise, nous avons plus de 10 salariés, on est tenu de permettre l'élection des délégués du personnel. Dès l'instant où l'entreprise en question a plus de 10 salariés, cette entreprise doit permettre à ce qu'il y ait la mise en place ou l'élection des délégués du personnel. Alors, qui peuvent voter ou peuvent être éligibles? Nous retrouvons cela au niveau de l'article 214. Eh bien, cet article dispose que sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé au moins 6 mois de l'entreprise et jouissant de leurs droits civiques et politiques. C'est très important. Il faut d'abord jouir de ses droits civils et politiques. Il ne faut pas être déchu, il ne faut pas avoir commis une infraction qui a conduit à une condamnation, qui vous a déchu, etc. Donc, il faut d'abord jouir de ses droits, d'une part. Et d'autre part, il faut remplir la condition d'âge. Il faut être âgé, et ça peut être l'un ou l'autre, hein, c'est homme ou femme. Voilà. Il faut être âgé de 18 ans accompli et avoir travaillé au sein de l'entreprise au moins 6 mois. Donc, en ce sens, vous pouvez être électeur. Maintenant, qu'en est-il des candidats, de ceux qui seront, ou bien de ceux qui sont éligibles? L'article 215 dispose que sont éligibles les électeurs âgés de 21 ans accomplis, ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption pendant 12 mois au moins, à l'exception des ascendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise. Donc ici, la condition principale, c'est d'avoir l'âge de 21 ans. La deuxième condition, il faut avoir travaillé au sein de l'entreprise sans interruption. Cela vous permet d'être éligible en tant que délégué, ou d'être élu en tant que délégué du personnel. Comme je l'ai dit tantôt, les délégués du personnel ont un mandat, ils ont un rôle à jouer au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, si vous avez constaté la disposition de la loi, elle dit que dès l'instant où l'entreprise
à au-delà de 10 personnes. C'est important, cet aspect. Cela veut dire tout simplement qu'il faut un certain nombre de personnes à même de défendre ou de représenter le reste. Eh bien, qu'en est-il alors de la mission des délégués du personnel? L'article 218 du Code du travail de la République du Niger dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Donc, premièrement, ils ont pour mandat ou pour mission de présenter aux employeurs les réclamations des employeurs, de ceux-là même, en fait, des travailleurs, pardon, de ceux-là qu'ils représentent. Ça peut être des réclamations individuelles ou collectives. Les délégués du personnel ont également pour mission de saisir l'inspecteur du travail de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. L'inspection du travail est effectivement chargée de contrôler l'application des prescriptions légales et réglementaires. C'est une sorte de gardien de la réglementation du travail. Quand vous avez un contentieux avec votre employeur, le premier niveau voudrait à ce que vous, quand vous n'arrivez pas justement à vous entendre avec votre employeur, de saisir l'inspection du travail, qui est une sorte qui fera une sorte de règlement à l'amiable. Et c'est en cas de non-conciliation par les parties que l'inspection va dresser un PV de non-conciliation qu'elle transmettra aux parties, que les parties peuvent déposer au niveau du tribunal. Donc, vous voyez que là, à ce niveau, c'est important le rôle de l'inspection du travail, le rôle de suivi, de contrôle de cette réglementation. Alors, donc, les délégués du personnel peuvent également saisir l'inspecteur du travail aux fins de contrôle de l'application de la réglementation. Troisièmement, les délégués du personnel sont appelés à veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et proposer toutes mesures utiles à ce sujet. Le milieu de travail doit être un milieu sain. Tant que les conditions de travail ne sont pas réunies, les salariés ne peuvent pas produire les résultats attendus par les employeurs. Donc c'est pourquoi il faudrait un certain nombre de conditions telles que des conditions d'hygiène, d'assainissement en milieu de travail. Donc les délégués du personnel sont appelés à veiller sur cela. Est-ce que ces conditions sont réunies? Est-ce que les salariés sont dans des conditions optimales de travail? Est-ce que l'entreprise est un cadre sain de travail? Donc, cela également leur rôle. Il y a également les conditions de santé. C'est pourquoi au niveau des entreprises, vous voyez, il y a cette case sanitaire qui est là pour également donner des soins aux salariés. Les délégués du personnel sont également, ou bien ont également pour mission de communiquer à l'employeur toute suggestion utile tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement dans l'entreprise. Évidemment, ils peuvent, ces délégués, soumettre toute proposition qui leur paraît importante dans le sens d'améliorer le rendement des salariés ou bien dans le sens d'une meilleure organisation du travail au sein de l'entreprise. Ils ont également pour mission de faire part à l'employeur de leurs avis et suggestions sur les mesures de licenciement envisagées en cas de diminution d'activité ou de réorganisation intérieure de l'entreprise. Évidemment, le licenciement, c'est une question qui touche un de leurs membres, les personnes que ces délégués représentent. Donc, tant que l'entreprise envisage de réduire son effectif ou de licencier des salariés, alors ces délégués du personnel peuvent être associés, peut être consultés par
l'employeur. Donc vous voyez ici que la mission assignée par le Code du travail aux délégués du personnel est une mission noble. Maintenant, il y a une question qui me paraît très importante qu'il faut évoquer. Les délégués du personnel assurent la défense des intérêts matériels et moraux de leurs camarades, de ceux-là qui les représentent. Et vous savez que très souvent, quand vous jouez ce rôle, vous pouvez être en conflit avec l'employeur et souvent vous êtes mal vu parce que vous souvent tapez la main sur la table, vous réclamez, vous demandez. Cette relation n'est pas toujours aisée entre l'employeur et les délégués du personnel. Donc, ceci veut dire qu'ils peuvent être souvent exposés à une réaction souvent négative de l'employeur qui peut amener à leur licenciement, par exemple. Eh bien, le Code du travail, reconnaissant la noblesse de cette mission des délégués du personnel, leur a créé également un cadre afin de leur assurer un minimum de protection pour que ces délégués du personnel puissent faire convenablement leur travail. Donc, c'est pourquoi, dans le Code du travail, on a prévu une mesure d'accompagnement. Eh bien, le Code du travail prévoit que pour tout licenciement d'un délégué du personnel, l'entreprise ou l'employeur est tenu de demander l'avis de l'inspection du travail afin de procéder au licenciement du délégué du personnel. Je voudrais également dire que les délégués du personnel, pour bien exercer leurs fonctions, ils ont besoin du temps. Souvent, les réunions qu'ils sont appelés à faire avec leurs membres, par exemple, ou les personnes qu'ils représentent, ou bien même quand ils seront appelés à se déplacer hors de l'entreprise dans le cadre de leur mission, cela nécessite du temps. C'est pourquoi, au terme de l'article 220 du Code du travail, il est précisé que le chef d'entreprise ou d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Donc le délégué du personnel jouit de 15 heures par mois afin de pouvoir exercer ses fonctions. Les délégués du personnel également ont un certain nombre de droits, par exemple. Et c'est en ce sens qu'ils sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois par le chef d'entreprise. Ils sont en outre reçus aussi sur leur demande. Donc d'office, par mois, ils sont reçus par le chef du personnel, par le chef d'entreprise ou son représentant, et aussi sur leur demande, ils sont reçus. Et cela, ce sont des conditions qui leur sont créées afin de pouvoir leur permettre d'exercer librement leurs fonctions. Donc, je voudrais aussi préciser que c'est très important la protection des délégués du personnel. Cette protection que le Code du travail leur accorde, parce que sans cette protection, ils peuvent se décourager ou bien ils peuvent aussi renoncer à cette mission de représentation de leurs collègues au sein de l'entreprise. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les délégués du personnel au sein de l'entreprise.